Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre tes cartes. J'avais dit que je lirais tous les commentaires sous ma vidéo sur le choufinisme dans Magic. C'est une vidéo qui a bien marché, il y a actuellement 183 commentaires au moment où je tourne, et j'avais dit que s'il y avait suffisamment de retours, je me baserais sur vos avis pour faire une partie 2. J'ai vu des tendances se dessiner sous cette vidéo, donc j'ai ressorti les commentaires archétypaux, et j'en ai gardé un de chaque type. Et il va peut-être falloir que j'arrête de jouer à Magic un de ces quatre mois. Franchement, merci beaucoup parce que c'était hyper intéressant à lire. J'ai vu que globalement, tout le monde arrivait un petit peu à remettre en question ces traits toxiques, qu'il y avait une vraie discussion et surtout une volonté de rendre le jeu le plus ouvert et accueillant possible. Donc franchement, encore merci, ça fait trop plaisir de voir que les gens qui suivent cette chaîne fonctionnent avec ce genre de mentalité. Let's go! Xabiguez nous dit « Pendant une AP, je faisais une partie tendue mais haletante avec un gars très sympa. Et puis débarque un Gus qui se met à nous poser des questions, et patati et patata. Au passage, encore un qui avait oublié son déo avant de venir, mais le pire c'est pas ça. Il commence à regarder les cartes du dessus de nos decks, sans rien demander, et pas une ou deux cartes, mais 4 ou 5. J'ai proprement halluciné de voir ça. Le type nous dérange et se permet ça. J'étais sur le cul. J'ai dû lui expliquer poliment que ça me déconcentrait et qu'on ne pouvait pas savoir ce qu'il faisait avec les cartes, et qu'on n'avait pas envie de ça. Mais ça m'a demandé du gros self-control, bref, plus jamais ça. Et puis un jour, j'ai joué contre ce type, il m'a sorti Sheoldred, bref, qu'il ne se remette plus jamais en travers mon chemin. Donc voilà, juste pour commencer, c'est le genre de commentaire que j'ai le plus vu. Là, on est vraiment dans le dur, et c'est clairement le type de comportement que moi, perso, je ne supporte plus. Donc là, on en a l'exemple parfait. Merci pour ton témoignage. Alors, celle-là, je l'ai notée parce qu'elle était marrante et représentative, encore une fois, de ce que je raconte dans la première vidéo. P-Universe FR. Je ne sais pas quel âge vous avez en moyenne aujourd'hui, mais je me souviens que dans les années 90, quand j'avais 10 ans, la plupart de mes défaites en tournoi, c'était parce que le neckbeard plutôt mauvais au jeu de 35 ans en face me menaçait de façon plus ou moins soft. J'ai déjà eu des 2000 francs pour give up un top 8 de national, quand mon argent de poche c'était 50 francs par mois. J'ai fait de longues pauses à chaque fois, et j'apprécie mieux aujourd'hui le climat moyen, même en jour 2, en gros tournoi. Mais je me demande si c'est juste parce que je n'ai plus 10 ans. Je l'ai pas mal lu aussi sous la vidéo, des expériences avec des joueurs ultra compétitifs, mais pas des joueurs pros, qui vont shark leur adversaire en étant ultra toxiques. Ils jouent hyper vite sans expliquer aucun play, te perdent dans les triggers et les passages de priorité, et attendent évidemment le moindre faux pas de ta part pour appeler le judge. Et tout ça dans une AP ou un tournoi boutique, avec une deckbox à la clé, face peut-être, comme on l'a vu, à un joueur qui a la moitié de leur âge. Bref, sortez de notre jeu dehors, ou soyez au moins à la hauteur de vos opinions en entrant dans le circuit compétitif, mais tout le monde sait que ça n'arrivera pas parce que vous n'êtes pas assez bon. Jones nous dit « La seule expérience négative que j'ai pu avoir, c'était dans des avant-premières. Sauf si je me trompe, et même en prenant en considération que chacun aborde la chose comme il le sent, c'est plutôt supposé être chill comme ambiance, non? Quelques très rares adversaires, ultra pointilleux et tendus sur le moindre détail. Ta manière de mélanger, de taper tes cartes, de tenir tes cartes en main, etc. Et évidemment, dit avec beaucoup de passif agressif, voire d'agressivité visible, ton très froid, stress ressenti, etc. J'ai beaucoup de mal avec ça, perso. Mais ça reste rare de par mon expérience. Il y a eu pas mal d'autres commentaires de ce type qui relayaient la même expérience, mais dans une moindre mesure. Et on sait aussi, surtout dans Magic, que ça peut être dû à un neuroatypisme ou à un manque de sociabilité. Mais il y a plein de personnes neuroatypiques et de gens seuls qui ne sont pas des trous du cul, donc on va partir du principe que quand même, bien souvent, on a affaire à des trous de balle, mais je pense que c'est quand même à prendre un petit peu en considération, selon certaines situations. Bébé Rogami. Sinon, dans le toxique, il y a le vieux Ardos qui joue noir et embaume la pièce d'une odeur de renfermé, moisi, dans son vieux blouson en cuir depuis 1991. Il peut être super sympa, mais séquelle olfactive garantie. Les effluves de joueurs de TCG, je sais que Yu-Gi-Oh! Est aussi très réputé pour ça. Après, je pense que tu mets une centaine d'êtres humains dans un endroit un peu exigu, en train de faire chauffer leur cerveau à bloc. Bon, joueur de Magic ou pas, il arrive forcément un moment où ça va pas le faire. Surtout selon certaines conditions météorologiques, Je rappelle quand même qu'il y a un réchauffement climatique, donc les joueurs de TCG, ça vous concerne tout particulièrement. Mais c'est vrai que parfois tu tombes sur le Pokémon Shiny
qui a décidé que l'hygiène ne faisait pas partie de ses concepts, et ça peut être très désagréable pour les gens qui se trouvent dans le périmètre. Et arrêtez de tricher avec du vieux déo en spray qui sent le parfum pour chiottes. Perso, je trouve que c'est encore pire, et en plus, ça me pique les yeux et le nez. Juste lavez-vous régulièrement, et faites pareil avec vos vêtements. Et aérez-les aussi, de temps en temps. J'aurais jamais cru me filmer un jour en donnant ce genre de recommandations, mais comme quoi, la vie, hein... Là, on va partir sur le côté très méprisant de certains. Monsieur Biganon, moi j'étais à Nature et Découverte avec une amie et je lui montre une sauce au piment. Je lui dis, elle arrache celle-ci. Et là, le vendeur tout gaze, tout pète couille a surgi de nulle part et nous a sorti ouais non, elle arrache pas tant que ça, hein. Moi j'en connais qui arrachent beaucoup plus, hein. Ça n'a rien à voir avec Magic, mais je ne joue pas à Magic. Non mais en vrai, ça me fait penser un peu à ce chouffin ultime, le mec qui va commenter ton deck en te citant 200 cartes à la suite qui pourraient soi-disant l'améliorer, mais qui le fait pas vraiment pour t'aider au fond, il le fait surtout pour flexer et te rabaisser un peu. Voilà, c'est un peu ce genre de situation appliquée à autre chose, donc le commentaire est pas totalement hors sujet. Empereur Antoine, un comportement énervant, le joueur qui prend ta carte pour la lire et te la rend en la balançant telle une merde sans respect sur le board. J'ai déjà vu de très rares fois ce truc et c'est très difficile de ne pas démarrer dans ce genre de situation. Force à ceux à qui ça arrive. Serrez les dents, serrez les poings, soyez forts. Loin de moi l'idée de prôner la violence, l'intelligence est toujours du côté de la diplomatie, mais faudra pas venir vous plaindre si un jour vous vous faites monter en l'air après avoir fait ça. Rémi nous dit « Il y a un gars dans ma boutique assez bon qui critique tous les plays des autres et qui s'imagine connaître les stratégies des autres avant eux. Particulièrement agaçant, limite il s'énerve le gars. J'ai dû lui dire un truc genre « Écoute, tu sais pas ce qu'il y a dans ma main ou mon deck, alors joue tes cartes et laisse-moi tranquille. » Pas très envie de l'affronter à nouveau. Alors ça, je l'ai beaucoup vu revenir, hein. C'est un peu l'effet roi de la boutique, ce gars hyper bruyant, qui prend de la place, qui sollicite tout le monde pour avoir de l'attention, et déballer sa culture à qui a la patience de l'écouter. Et puis comme ça a été dit en commentaire, je vais relater une situation que j'ai connue aussi, c'est quand ce Royal Chouffin se trouve être l'un des vendeurs ou gérant de la boutique. À base de commentaires sur tous les items que t'achètes, de read the fucking card quand tu lui poses une question de règles, et bien évidemment, ça va ensemble, de comportements problématiques avec les meufs. Et que je te colle, et que je commente tes tenues, et que j'observe tes moindres faits et gestes dans la boutique. Évidemment, si ce genre d'énergumène traîne près de chez vous, n'hésitez pas à lui faire sauter les genoux. On n'a dit pas de violence, Max. Pas une petite tisane. Après, ça ira mieux. Commentaire de Atreides4. Bah perso, le joueur méga chiant que j'ai toujours à l'esprit, sachant que je ne suis pas un très bon joueur de Magic, j'adore jouer mais je perds tout le temps et ça me pose aucun problème, je précise, c'est celui qui est un peu le roi de la boutique, qui est un peu le plus fort de la soirée, mais qui souffle d'agacement quand il est tiré au sort pour jouer contre un débutant en AP. Il te fait vraiment sentir que tu ne mérites pas de jouer contre lui, il joue de manière complètement je m'en foutiste, il parle à peine, il t'éclate sans ménagement et il se barre de la table dès que le dernier point de vie de son adversaire tombe. C'est un vrai exemple, mais heureusement, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est ce dont on parlait à l'instant, hein, ces joueurs qui ont juste du mépris pour les gens qui ont moins d'expérience. Je l'ai déjà dit ici, mais je le répète une seconde fois, regarder de haut et mépriser quelqu'un qui est moins bon que toi dans une discipline que tu tryhardes depuis des années, bah ça en dit plus sur la merde que tu es que sur ton niveau de jeu. Les gars, bougez des tournois casual, bougez des AP et allez vous confronter aux pros. Spoiler, vous ferez encore la gueule, mais pour une autre raison, hein. Hermine nous dit, l'une des golden rules du Commander. Quand on est la cible de tout le monde, c'est probablement parce que le deck est fort et ou qu'on sait bien jouer. Alors faire le ouin-ouin quand on nous fait l'honneur de reconnaître tacitement qu'on est la menace, c'est assez puéril. Si on n'est pas capable de l'encaisser, mieux vaut baisser la puissance du jeu ou apprendre à jouer de manière plus chill. Je vois très bien de quoi tu parles, et ça je pense que c'est encore plus vrai quand tu connais bien les joueurs et les decks qui sont en face de toi. Il y a une méta qui se forme quand tu joues toujours avec les mêmes potes, et il y a même des match-ups qui apparaissent. Et toi, tu sais très bien qui joue quoi et comment chacun réagit dans telle ou telle situation. T'as plus ou moins ton plan de jeu en tête et tu sais très bien qui pourra te mettre des bâtons dans les roues sur du moyen ou du long terme. Donc même si la personne n'est pas explicitement la menace sur le board, bah t'as pas envie de la laisser se développer. Ça, je dois avouer que c'est un poison assez insidieux à une table. C'est pour ça que j'aime bien quand il y a un vrai turnover des decks, parce que ça vient casser ces mécanismes qui, sur du long terme,
peuvent devenir assez toxiques. Après oui, builder un deck et récupérer les cartes, ça prend du temps et de l'argent, mais plus le temps avance, plus j'essaye de remplacer mes decks régulièrement. Pour la santé de mes méta, en gros. Better Call, ce qui m'agace, c'est d'être stigmatisé de tryharder, mais quand tu as pas beaucoup d'argent et que le lot du tournoi c'est une carte à 300 €, effectivement, je vais pas sortir mon bracket 2. Alors ça, c'est un commentaire qui m'étonne un peu, parce que si tu vas à un tournoi avec comme lot une carte à 300 €, j'imagine que tout le monde vient avec son meilleur deck de CEDH. Tu peux difficilement être accusé d'être un tryharder en tournoi compétitif. Ou alors les gens sont devenus complètement fous. Mais ça me permet de soulever un petit truc qui m'énerve chez les joueurs 100% casual, c'est le fameux « c'est qu'un jeu ». Non, on s'en fout de gagner, hein. L'important c'est de participer. Ouais, mais en fait, non. Si tu joues pas pour gagner, tu participes pas vraiment. Le but du jeu, c'est de gagner. Donc si tu t'en fiches et que tu fais exprès de prendre des décisions pour ne pas gagner, c'est que tu fais pas la même activité que tes potes. C'est pas parce qu'on essaye de diminuer les comportements toxiques et de trouver une espèce d'équilibre dans le format qu'il faut avoir envie d'arrêter de gagner. Ce qu'il y a écrit sur les cartes tend quand même à aller éclater la tronche de tes adversaires. Alors après, bien sûr, hein, comme dans une discipline sportive ou artistique, tu peux venir avec un deck spectacle qui fait des étincelles, tenter des trucs marrants avec des triggers originaux, pourquoi pas proposer des cartes qu'on ne voit pas souvent, ou juste des cartes que tu trouves jolies, c'est ce qui fait aussi la beauté de Magic, hein. Mais si personne n'essaye de gagner à la table, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de se réunir pour jouer au jeu, dont le but est de gagner ? On s'en fout de gagner, je le prends presque comme un aveu d'échec à l'avance. Genre au pire, si je gagne pas, c'est pas grave, parce que de toute façon je me suis pas vraiment investi, donc ça compte pas vraiment quoi. C'est presque une forme d'irrespect pour les autres joueurs, hein. Maintenant, attention, que vous gagnez ou que vous perdiez tout le temps, effectivement, c'est pas le résultat le plus important, tant que vous passez un bon moment. Mais pendant ce moment, le but c'est au moins d'essayer de gagner. Sinon, allez jouer à autre chose. Mapcassé 6331. Un comportement qui énerve certaines personnes de mon playgroup, c'est le rapport un peu trop laxiste d'autres personnes aux triggers oubliés et autres misplays. Et symétriquement pour ceux-ci, le rapport trop strict des premiers. Je trouve que situer l'entre-deux idéal n'est pas évident, ça relève beaucoup de la subjectivité. Les premiers vont trouver les retours en arrière et autres « Oh, en fait, j'aurais dû piocher une carte à la fin de mon tour » à répétition très irritant, et pas les seconds. J'ai vu passer pas mal de commentaires sur la tolérance au rollback et aux oublis de trigger. Perso, je pense que ça dépend de l'enjeu au moment où le reroll est demandé. Si t'es l'arc ennemi largement devant et que tu veux revenir sur autre chose que juste le land que tu viens de drop, c'est un peu abusé. Si t'es un joueur débutant et que t'as oublié un trigger un peu important pendant ton tour, vas-y, on peut le prendre en compte tant que ça n'annule pas les 10 dernières minutes de jeu. Mais bon, rien que le terme un peu impactant, on sait pas vraiment ce que ça veut dire, hein. Je pense que ça dépend des joueurs et de la situation du moment. Donc voilà, hein, c'est vraiment situationnel. Mais c'est aussi aux joueurs qui fait ces oublis-là de ne pas avoir le culot d'abuser de cette situation. Personnellement, j'ai pas trop de joueurs comme ça qui abusent de ça, donc ça va, mais j'imagine que ça existe. Je pense que dans la situation où je serais confronté à un joueur comme ça, je lui dirais gentiment que c'est un petit peu relou et que ça fait chier tout le monde, et que peut-être la prochaine fois il y aura moins de tolérance là-dessus, et s'il comprend pas, c'est ciao. Qui s'y frotte 53 nous dit « Franchement, tu ne parles pas du pire, les tricheurs. En avant-première friendly, j'entends par là 2 boosters de l'eau pour tout le monde, que tu sois premier ou dernier. Mon adversaire est sur le play, il mulligan à 5, je garde ma main et je suis sur la draw, donc virtuellement je start avec 8 cartes et lui 5. Au bout du tour 5, je commence à me dire mais comment il arrive à lander et jouer autant de cartes? Je compte toutes ces cartes, main, enjeu, cimetière, et là, surprise, il a plus de cartes que moi. Je précise qu'il n'avait pas de sort de pioche, etc. Le mec démarre à moins 3 cartes par rapport à moi, et tour 5, il a plus de cartes que moi. Quand je lui ai demandé de s'expliquer, il a bégayé fort. J'ai mis fin à la partie et j'ai prévenu le dirigeant de la boutique. Ça me fait halluciner et ça m'angoisse un peu aussi. Je me dis, imagine que quelqu'un triche dans ton playgroup. Ça me paraît purement inconcevable. Vraiment, ça c'est un truc que je comprends pas. S'il y avait un vrai enjeu économique, à la limite je peux concevoir le move. Il y a une forme de pression ou d'intérêt financier, surtout en circuit pro par exemple. Il y a aussi la reconnaissance de la victoire, mais même là je comprends pas comment tu fais pour ne pas te détester. J'essaie de me questionner moi-même, est-ce que j'ai déjà triché ? Je pense que oui, un peu sur des micro-situations. Genre j'ai déjà aperçu une partie de la main d'un de mes adversaires
Sans faire exprès, je précise, et du coup, bah, j'ai pris de l'info. C'est de la triche, hein. Il m'est arrivé aussi d'avoir 2 fois la même carte dans un deck Commander, et je le découvre pendant la game. Alors, sur le moment, je dis rien, mais évidemment, immédiatement après la partie, je change la carte, hein. Mais là, on parle quand même de gens qui piochent des cartes supplémentaires dans le dos de leurs adversaires. Ça me dépasse. Mais du coup, c'est un spectre, parce que moi aussi, j'ai un tout petit peu triché, et il y en a qui trichent beaucoup, alors j'imagine que chacun se situe sur le spectre comme il le sent, quoi. La triche est un spectre. Roi Papy premier du nom, le mec qui dit « Oh flemme » quand il a pas son mana à temps, qu'il ne pioche plus de terrain depuis 3 tours, et qui concède immédiatement. Ça fausse un peu la partie, et c'est pas sympa, ni même amusant pour lui. Alors, je pensais pas le voir celui-là, mais il y a beaucoup de gens qui ont pointé du doigt les joueurs qui concèdent, qui rage-quit en vrai. Là, je sais pas trop, ça m'est déjà arrivé en limité, quand t'en es à ton 2e mulligan, que tu gardes une main à 4 landes, et que tes 3 premières draws, c'est des landes, alors que ton adversaire a déjà des engines sur le board. Bah oui, j'ai déjà rage quit, et honnêtement, je trouve ça légitime. Et je comprends totalement hein, quand les adversaires en face de moi font la même. Après, en commandeur multi, bah ça fait un adversaire en moins, hein. Ça reste un battle royal, hein, donc c'est toujours ça de prix. Je comprends que ça puisse fausser un petit peu l'équilibre d'une game, mais si la personne a décidé de rentrer chez elle ou de rester à se faire chier sur le côté en regardant ses potes jouer, c'est un choix. Donc ouais, j'ai pas forcément de gros soucis avec le fait de concéder, mais peut-être que j'ai tort, hein, dites-moi. En tout cas, je vais concéder la vidéo, voilà. Je pense pas qu'il y aura de partie 3. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour, à moins que vous nous remontiez d'autres dingueries en commentaire, mais là, vous vous êtes déjà bien lâchés, hein. Désolé pour les quelques semaines d'absence, mais j'ai eu énormément de choses à faire à côté des vidéos, et ça m'a pris un temps fou. Mais bon, et nouveau setup, nouveau décor, donc ça va carburer à partir de maintenant, à fond. Je vous invite quand même à liker, à commenter, à booster la vidéo si vous êtes sur le téléphone, ça vous coûte rien du tout, et ça aide vraiment à pérenniser le taf que je fais sur internet, qui est plus que chronophage. Et pour aller plus loin avec du contenu exclusif, vous pouvez devenir membre de la chaîne, ça m'aide énormément. Et d'ailleurs, merci à celles et ceux qui le font déjà. Merci beaucoup. À très vite.